Europe 1 13h. 13h19, vous écoutez Céline Géros sur Europe 1. Vous réagissez au 01 80 20 39 21 pour décrypter l'actualité aussi avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline, la journaliste et essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bienvenue à vous deux, merci d'être là. Merci. On va décrypter jusqu'à 14h l'actualité et ce soir à 18h, bien sûr, on connaîtra donc la liste des candidats sur la ligne de départ pour le deuxième tour de ces législatives anticipées. À gauche et au sein de la Macronie, la mobilisation s'organise pour faire barrage au Rassemblement national. Une stratégie dénoncée ce matin par Éric Ciotti, le président des Républicains, était l'invité de Laurence Ferrari à 8h10. Monsieur Macron, c'est l'homme du chaos. Il a installé le chaos dans le pays depuis 7 ans, le chaos dans les comptes, les déficits, la dette, les impôts, le chaos dans la rue, la violence antisémite, le chaos migratoire. Et maintenant, il veut introduire le chaos institutionnel et politique. Donc, ce que veut Monsieur Macron, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue, que la coalition des droites, qui a un vrai programme de redressement, ne puisse pas gouverner et que tout soit bloqué, qu'il garde la main. Mais donc c'est Éric Ciotti ce matin sur Europe 1, Laetitia Strauss-Bonnard, on parle de chaos institutionnel, Éric Ciotti. Alors le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas il y a une forme, disons, de désordre, et je dirais même de désordre stratégique chez Emmanuel Macron, parce que en décidant une dissolution et en connaissant l'état des rapports de force politiques dans le pays, il ne pouvait pas ne pas s'attendre à une vague Rassemblement national. Or, désormais, il donne l'impression de ne pas comprendre la situation, d'être presque surpris, d'être choqué, alors qu'il avait lui-même appelé à une clarification. Et on retrouve finalement un thème macronien qu'on connaît assez bien, qui est celui du en même temps, ou plutôt du l'un après l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'on prend une position très ferme, très solide, très stable, et puis finalement 2 jours après, on en prend une autre. Et je crois que l'électorat est quand même assez las on l'a entendu dans le journal, politique. ils sont déroutés même, parce que certains refusent de voter pour des candidats du nouveau Front Populaire. Parce que la position qui aurait été peut-être plus attendue et plus normale finalement, c'est celle de Bruno Le Maire par exemple, qui est de dire ni RN ni LFI, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'était le macronisme, avec ce qu'est le macronisme de droite finalement, c'est un petit peu ça. Or, Emmanuel Macron semble vouloir jouer la carte de la proximité avec la gauche, mais personne ne croit à ce discours. Qu'il n'a cessé de la diaboliser pendant toute la campagne pour les européennes, Jean-Claude Dacier. C'est une de ces contradictions, et c'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Moi, je ne suis pas psychanalyste et je ne vais pas me risquer à faire ce type d'examen, mais on est obligé de s'interroger tout de même sur une décision. On revient toujours à la cause initiale. Oui. Une décision brutale du dimanche soir, c'était combien, le 30, c'est ça 30 au soir, sans avoir a priori consulté grand monde, qui fait qu'il a remis en cause, et on en voit les résultats aujourd'hui, la Macronie. Je dirais même qu'il s'est lui-même remis en cause, comme si c'était quelque chose, quelque part, qui le fascinait. Et puis depuis, il n'a pas réussi à bâtir une explication et à nous dire, à nous aider à comprendre le pourquoi d'une décision de dissolution brutale, alors qu'elle aurait, à l'évidence, mérité d'être examinée calmement. Et à ce stade, renvoyer, convoquer ses amis, les principaux responsables, avant de prendre une quelconque décision qui aurait été sans doute acceptable et politiquement souhaitable. Mais est-ce que vous êtes, comme le dit Éric Ciotti, est-ce qu'on peut parler de chaos institutionnel? Non, mais attendez, c'est trop fort pour vous? On y est déjà, on y est déjà dans le chaos. On en est là. Il y a au moins 190 candidats arrivés 3e qui ont renoncé à se présenter au second tour, et une grande majorité d'entre eux sont de gauche. Oui, mais bien sûr. Il s'agit là, on en est, me semble-t-il, aux expédients, pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Et le président de la République nous a inventé, il serait souhaitable pour ce pays qu'il y parvienne. Je crains hélas que ce soit quelque chose qui soit quasiment impossible, l'espèce de bâtir une coalition de secours, annonçant une cohabitation qui de toute façon sera très sportive, pour ne pas dire plus que cela,
à une coalition allant des communistes, si j'ai bien compris, en passant par des socialistes dits raisonnables, et même en allant, quand on regarde les désistements aujourd'hui, en allant jusqu'à certaines personnalités du Front populaire. Oui, donc justement. on est quand même dans une invention stratégique macronienne qui, moi, me laisse pantois, mais je me console parce que je suis pas le seul. Et attalienne aussi. On va écouter Gabriel Attal qui lui aussi propose une autre voie. Le risque, c'est que le RN ait une majorité absolue. Aujourd'hui, ni la France insoumise, ni l'alliance de la gauche ne peut avoir une majorité absolue. Et donc, il y a un troisième chemin, qui est celui que je défends, qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Donc, éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions, poignées de circonscriptions, par des désistements de nos candidats pour empêcher le Rassemblement national d'avoir cette majorité absolue. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement. Je me suis suffisamment opposé à la France insoumise pour qu'on puisse pas me taxer d'alliance ou quoi que ce soit. Désistement ne veut pas dire ralliement, et cette assemblée plurielle, c'est un peu un pain bagnat. Oui, ou une usine à gaz. En tout cas, ça ne ressemble à rien. Je pense que lui-même sait très bien, Gabriel Attal, que ça n'est pas très sérieux, pas très concret. Pourquoi fait-il ça ? Parce qu'il faut bien qu'il prenne une position sur un sujet qu'il n'avait pas préparé. Voter NFP, quoi. Mais jamais aussi, il ne s'attendait à en arriver là. Ça fait seulement 6 mois qu'il est Premier ministre. Tout se passait à peu près bien pour lui. Là, c'est vrai qu'il se trouve forcé de suivre Emmanuel Macron dans une position, en fait, un petit peu de réflexe, de front républicain, entre guillemets. Et d'ailleurs, ce qui est aussi assez déstabilisant, je pense, pour l'électorat dans cette stratégie de front républicain, c'est que les macronistes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, avaient dit qu'il fallait cesser de considérer le sujet comme un sujet moral, mais qu'il fallait simplement contester l'efficacité des programmes du Rassemblement national. C'est Emmanuel Macron qui avait dit ça. Et d'ailleurs, il avait été pas mal critiqué par la gauche. Or, maintenant, on a l'impression que Emmanuel Macron ça ne me gêne plus. Et Gabriel Attal sont revenus à la position uniquement morale, qui consiste à dire c'est le diable, tout sauf le RN. Donc, nous mettons en place des alliances de circonstances. Mais enfin, les gens ne sont pas des imbéciles. Ils voient bien qu'il y a une contradiction. Dans les reportages avec nos reporters, nos correspondants qui sont sur le terrain, il y a un véritable déroute des électeurs des macroniens. Mais c'est très sain. Enfin, ça n'est pas une bonne chose qu'ils soient déroutés, bien sûr, mais c'est très sain que les gens réagissent. Ils ont du bon sens, ils se rendent compte qu'on les trompe. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que les partis qui s'opposent au RN ont du mal à le combattre sur le terrain des idées. Ils ont beaucoup de mal. Ils pourraient le faire, ils devraient le faire, ils devraient travailler, mais ils sont un peu coincés. Moi, je pense qu'il y a un manque aussi de travail de fond de la part des partis qu'on appelait autrefois de gouvernement sur les sujets qui intéressent les électeurs qui vont au Rassemblement national. Vous avez raison, mais à l'heure des charges, le programme du Rassemblement national est, légèrement mouvant. Depuis quelques semaines. On ne sait plus très bien. Peut-être des années. Parce que c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, quand même. Faut le rappeler. Moi, je l'ai déjà rappelé une fois ou deux, je voudrais pas me répéter, mais quand même, ils étaient contre l'Europe et contre l'euro. Il y a 5 ou 6 ans. Oui. Je ne sais pas ce que ça va donner quand ils vont être en face des Européens qui vont être élus dans les jours qui viennent et où ils vont dire on veut baisser la TVA à 5,5. Mais c'est pas possible, madame ou monsieur. Ah bon? Comment ça se fait que c'est pas bon? On va rentrer dans une situation où entre l'Europe et la France, ça va être compliqué. Un mot encore et puis rapidement. Ah oui, parce que je veux pas faire déborder. Il y a une explication. Attal, il est obligé de suivre encore quelques jours Macron. Qu'est-ce que cherche Macron? Au minimum, j'irais presque au maximum, la possibilité d'avoir encore un petit peu les moyens d'exister, d'avoir encore une petite marge de manœuvre. Ça passe par quoi? Ça passe par une Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue, où il va falloir s'entendre, on ne sait pas trop comment, et avec qui. Donc c'est avec qui, ça, cette Assemblée nationale, c'est tout l'enjeu sans pouvoir que peut-être il retrouvera un petit quelque chose pour faire semblant de gouverner. Mais enfin, il est mal parti.